Bonjour tout le monde, enchantée d'être parmi vous ce matin. France, veux-tu te présenter un peu plus? Je suis une militante citoyenne engagée, euh, euh, présidente au collectif pour un Québec sans pauvreté et membre d'ATD Carmonde. Alors, vous êtes vraiment gâtés par la présence de France ce matin. Moi, c'est Marianne Paradis-Pelletier. Je suis au collectif pour un Québec sans pauvreté où je suis responsable des pratiques avec et de l'animation. Pratique avec, ce n'est pas un acronyme, c'est vraiment avec les personnes en situation de pauvreté. Alors, France et moi, on s'est jasé là, dans les dernières semaines plusieurs fois pour vous préparer cette petite présentation-là. Alors, on va faire un peu un dialogue là, pour vous présenter nos réflexions par rapport au croisement de savoir. Alors, ben, c'est ça un peu qui nous sommes. Donc, qui nous sommes individuellement, mais on va vous parler un peu plus du collectif. Ensuite, ben, pourquoi des croisements de savoir au collectif pour un Québec sans pauvreté? Puis une petite conclusion, puis un petit mot de France qui a une habileté particulière. Là, on va vous en parler à la fin de ça. Donc, le collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est une organisation qui regroupe environ 35 membres nationaux et une dizaine de collectifs régionaux, donc un peu partout au Québec. On est, c'est ça, donc un regroupement qui vise à lutter contre la pauvreté, à éliminer la pauvreté, qui s'est construit là, autour d'une proposition citoyenne de loi. On va vous en reparler un petit peu plus tard, mais on tenait quand même à vous mettre la photo là, du dépôt de la pétition qui a eu lieu le 22 novembre 2000, une pétition de 100 000 noms, qui a été comme un peu l'événement fondateur là, du collectif. Et c'est ça. Puis, vous avez là, dans le bas la liste des revendications des collectifs, ce qu'on porte en fait actuellement, on est en train de faire une révision de ça, mais ce qu'on porte actuellement, là, dans le fond, on vise l'amélioration des conditions de vie des personnes les plus pauvres, la lutte à la pauvreté, la réduction des inégalités, la lutte aux préjugés. Donc, vous avez le détail de ça là, sur notre site Internet si ça vous intéresse. Euh, donc, ben voilà, d'une façon un peu plus théorique, on s'est dit, ben, on veut bien parler de croisement de savoir, mais il faudrait qu'on se dise c'est quoi. Donc, c'est pas une définition formelle du collectif, c'est vraiment de l'échange là, avec France. Ce qu'on s'est dit, c'est faire l'analyse avec les personnes qui vivent la pauvreté et ceux et celles, en fait, qui la voient de l'extérieur. Il y a de l'analyse de chaque côté, avec un regard différent. Donc, ça permet d'acquérir des connaissances et des façons de faire autrement, un apprentissage mutuel, donc, qui est possible à ce moment-là. Puis, ce qu'on disait, avec la connaissance des savoirs, mais aussi des limites des autres, on arrive à créer des nouveaux savoirs. C'est vraiment de tout prendre ce qui vient de chaque partie, en fait, puis de le mettre en commun pour arriver à créer du nouveau. Alors, France, tu veux y aller? La lutte à la pauvreté, c'est comme un gâteau. De prendre la vie puis de tenir compte des paroles des personnes en situation de pauvreté, c'est l'essence même du collectif. Parce Comme si que, c'était de l'essence de vanille dans un gâteau. oh yes, oui. Veux-tu continuer? Euh, pour, pourquoi le croisement des savoirs? Ben, ça permet une communication avec nos élus et puis ça donne des arguments qui sont fondés sur la réalité des personnes qui connaissent le mieux la réalité, puis de trouver des solutions plus réalistes et adaptées à leurs conditions de vie. Puis une meilleure connaissance du vécu, ça contribue à la lutte aux préjugés envers les personnes en situation de pauvreté parce qu'on constate que les règlements puis les lois, ils sont empreints de préjugés. Puis pour les faire diminuer puis en prendre plus conscience, ben, c'est important de croiser
de croiser les savoirs. Tu continues en nous présentant les expériences de croisement collectif? Oui. La loi, c'est vraiment une proposition citoyenne parce qu'il y a eu toute la tournée pour la préparation des articles de loi. Puis, il y a eu la fondation du comité avec. C'est un laboratoire où les personnes en situation de pauvreté, les intervenants et les chercheurs dont Lucie a fait partie, c'est vraiment d'avoir les avis puis l'analyse pour améliorer puis aussi à mettre en place les stratégies pour le collectif. Le comité avec, il a participé. Donc, c'est ce qui fait que c'est important de tenir compte des savoirs des personnes en situation de pauvreté et de ceux et celles qui les accompagnent et des chercheurs. Ça a été l'expérience magnifique. D'autres expériences qui ont lieu au collectif aussi, c'est celle des carrefours de savoir, donc vraiment un lieu privilégié là, de croisement de savoir. Il y a eu un carrefour sur la question des finances publiques qui a amené à créer des concepts comme ceux des dollars locaux, des dollars fuyants, on ne peut pas s'en reparler, là, vraiment des concepts. Puis il y a eu des échanges là, dans ce carrefour-là entre des personnes en situation de pauvreté et des gens du ministère des Finances de l'époque, du ministre des Finances, là, entre autres. Un carrefour sur la couverture des besoins essentiels, donc il a travaillé plus, c'est ça, sur une fois que la loi a été adoptée, il y avait des cibles à viser. Fait qu'on s'est dit, ça veut dire quoi, couvrir ses besoins? Fait qu'il faut comme se le définir nous-mêmes. Donc, ça s'est commencé la réflexion du collectif dans le cadre d'un carrefour de savoir. Et un des concepts qui est apparu à ce moment-là, c'est l'image des escaliers roulants. En fait, je ne vous ai pas mis une image, c'est dommage, je n'ai pas pensé, mais une image des escaliers roulants, dans le fond, c'est un palier duquel part deux escaliers roulants, un qui va vers le haut et qui monte, et un qui va par le bas et qui roule par en bas. Donc, les gens qui expliquaient l'image disaient, dans le fond, vivre la pauvreté, c'est comme être dans l'escalier du bas, en essayant de monter un escalier roulant qui roule par à l'envers, avec en plus des gens dans l'escalier du haut qui nous disent, monte, c'est pourquoi tu ne montes pas. Donc, c'est un savoir là, qui a été créé dans ce carrefour-là. Puis, le dernier en liste là, de notre expérience de carrefour, c'est le carrefour sur la lutte aux préjugés. Et qui a entre autres défini c'était quoi les préjugés, mais surtout c'était quoi l'inclusion, parce qu'une façon de lutter contre les préjugés, c'était vraiment de travailler sur l'inclusion. Et ce projet-là a mené dans le prochain PICO, là, les projets de recherche d'action participative, dans le fond, un projet photo-voix sur l'accès au plaisir. C'est la photo que je vous ai mis. Là. Puis le collectif a eu aussi un peu d'autres expériences là, de recherche-action participative. Voilà. Puis, actuellement, on fait une expérience de croisement de savoir qu'on tient actuellement, qui est, dans le fond, la démarche Rassemblons un Québec de tout son monde. Alors, Rassemblons, c'est un drôle de nom à tenir en pleine pandémie, mais c'était notre démarche qu'on a dû ajuster avec les circonstances. Dans le fond, l'idée, c'était rassembler, se mettre ensemble, mais assembler aussi comme un Québec, des idées, dans le fond, pour avoir un Québec riche de tout son monde. Donc, la première partie de la démarche, qu'on a pu réaliser, je dirais, en personne, à 80-85%, c'est une consultation de personnes majoritairement en situation de pauvreté sur les questions d'exclusion sociale et sur la vie hors de la pauvreté. Donc, on est allé rencontrer des gens un peu partout au Québec pour leur demander, ça veut dire
comment ça se vit, l'exclusion sociale, comment on se sent quand on vit ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, et ce serait quoi des solutions qu'on pourrait mettre en place pour y mettre fin. Et sur la vie hors de la pauvreté, ben, on a demandé aux gens de s'imaginer, c'était pas toujours évident, de s'imaginer une vie hors de la pauvreté. Ça serait quoi? Et c'est quoi les obstacles qui empêchent ça? Et là, actuellement, on a commencé une réflexion stratégique pour revoir le discours du collectif par rapport à ces informations, ces données-là en fait, qu'on a mis chercher. Et France, d'ailleurs, est sur le comité de réflexion. Tu peux nous en dire un mot, France? Oui. Puis, le rassemblance, l'idée finale, c'était des pièces de casse-tête et de tous les rassembler. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça rassemblons. Puis, pour la stratégie, le document de base, c'est intéressant parce que on tient vraiment compte de ce qui a été dit. Malheureusement, la pandémie a fait qu'ils n'ont pas pu venir dans notre région, à Thetford. Donc, mais c'est pas grave. Tous ceux qui ont participé ont partagé leur savoir et c'est assez important, très important même. Oui. Puis, dans le comité qui analyse ces données-là, en fait, il y a déjà eu un comité de pré-analyse formé de membres de l'équipe du collectif et de personnes en situation de pauvreté. Puis là, dans un comité plus large, dont France fait partie, ben, c'est des gens du collectif, mais de différents groupes aussi, des personnes en situation de pauvreté et des personnes qui ne le sont pas. Donc, voilà, au collectif, je vous parlais du AVEC tantôt, là, qui n'est pas un acronyme, donc c'est ça, penser, décider, agir avec les personnes en situation de pauvreté dans une perspective de travailler ensemble. Donc, c'est vraiment comment on résume, nous, cette approche avec-là. Puis, on distingue avec et ensemble en disant, mais avec, c'est vraiment pour reconnaître que les personnes en situation de pauvreté vivent des difficultés particulières qui rendent plus difficile leur implication et pour les aplanir afin d'arriver à avoir des relations vraiment horizontales, donc une perspective de travailler vraiment ensemble. Puis, rapidement, penser ensemble, ben, c'est d'abord être à l'écoute des intérêts, des intentions des personnes en situation de pauvreté. Puis, c'est là qu'on a situé en fait l'étape la partie de croisement de savoir, c'est vraiment la réflexion ensemble. C'est là que ça doit venir parce que des fois, on dit on va faire une action, on va faire quelque chose, puis on a déjà tout réfléchi à ce qui allait se faire, mais les gens arrivent après. Donc, là, c'est vraiment de dire on va réfléchir dès le départ, tout le monde ensemble, à ce qui s'en vient. Décider ensemble, c'est vraiment un enjeu majeur, hein, c'est le partage de pouvoir, donc c'est plus compliqué. Puis encore une fois, ben, prendre compte de ce que les personnes en situation de pauvreté on propose. Et ben, dans l'action, c'est dans le fond de permettre à tout le monde de s'impliquer selon son expertise, son champ d'intérêt. Puis, je n'avais pas pensé à le dire, mais dans le fond, ce qu'on a fait, France et moi, on a pensé, décidé, agi ensemble. Tu me diras, France, mais je pense qu'on s'est mis d'accord pour la présentation de ce matin. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ce moment-ci, France? Je l'ai perdu. J'avais quelque chose. Ça aura l'occasion. Alors, la conclusion un peu plus carrée, c'est dire, ben, c'est essentiel pour le collectif de lutter contre la pauvreté avec les personnes qui la vivent parce qu'elles sont au cœur de la situation. Elles apportent un angle d'analyse qui est différent sur la situation de pauvreté. Elles ont une posture différente, donc un regard qui est différent. Et c'est une expertise qui permet de construire ensemble et d'enrichir autrement la lutte. Alors là, je laisse la parole à France. Oui. Tu nous expliques ça.
Oui, mes fameux mini-wits. Je les adore. Je peux pas en manger parce qu'ils sont livrés, là, mais je les aime quand même. Euh, les, les- L'exemple des mini-wits, c'est que quand le givré, c'est comme la, ce que cela te permet de faire, euh, d'avoir accès à la culture, au beau. Au beau. Ah, excusez, ça vient, ça vient toujours me chercher. Ah, Dans le fond, c'est le contraste entre ce qu'on peut se permettre et ce qu'on ne peut pas se permettre. C'est ça que ça permite, représente, le oui, mini-weight. c'est ça. Tu sais, ton mini-whisky, quand il est pas givré, ça fait sec un peu, tu sais. Ça fait que tu peux pas, tu as de la misère à combler tes besoins de base, puis d'avoir accès à la dignité de ta personne. Mm. C'est ça le mini-wits. C'est ça. Puis, dans le fond, je vous disais tantôt, je vous donne une conclusion un peu plus carrée. Ben là, c'est comme Ouais. l'image qui est une approche plus ronde. Tu veux-tu nous expliquer Ouais. le rond carré, Le, France? le rond, c'est le côté intuitif, le côté image. Puis le carré, c'est le côté plus académique, plus comme rationnel, analytique, euh, euh, linéaire. Puis ça fait colonne de chiffres, ça fait statistique carré. Puis comme l'image qu'on voit, ben, c'est deux paroles, deux personnes. Puis il y a moyen de du rond d'aller vers le carré, puis le carré d'aller vers le rond. Puis en image, des fois, c'est plus facile de mettre le rond dans le carré que le carré dans le rond, mais en faisant des efforts, on peut y arriver. On met le carré un petit peu plus petit dans le rond, puis il va rentrer. Puis on a besoin des deux. Puis le rond, euh, euh, on a le devoir d'en tenir compte. Parce que le rond, c'est comme, ça t'explique l'effet que le manque de moyens peut avoir dans ta réalité quotidienne. Puis le carré, ben, tu l'analyses. C'est comme les causes. Puis le rond, c'est comme les effets que ça a. Puis dans les effets, ben, il y a de la connaissance puis du savoir. C'est pas juste l'expérience personnelle, tu sais. Euh, euh, puis dans la recherche, c'est sûr il faut du plus carré, mais il y a une façon quand même de joindre le rond puis le carré, même dans la recherche. Voilà, Voilà. c'était la conclusion ronde de notre présentation. Merci beaucoup. Une très belle présentation. C'était très limpide, très touchant. Merci. Alors rapidement pour me présenter, moi je m'appelle Léo Béranger, je travaille pour le mouvement Atelier 40 depuis une dizaine d'années. J'anime les universités populaires et puis maintenant je suis devenu formateur à la démarche du croisement des savoirs et des pratiques pour le Québec. Je vais compléter ce qui a été dit un petit peu par Marianne et France et puis peut-être
montrer un peu plus voilà, la démarche structurée, comment on organise ça en tant qu'animateur de croisement. Peut-être les origines, je vous parle un petit peu du mouvement si vous ne connaissez pas. Donc, le mouvement Atelier Carmonde, c'est une association de familles qui vivaient dans un bidonville en banlieue parisienne dans les années 60 et qui ont eu comme objectif ambitieux, qui se sont dit, non seulement on veut pas juste répondre à des besoins ponctuels, ce qu'on veut, nous, c'est mettre fin à la misère. Et pas juste pour notre bidonville, et pas juste pour notre famille, et pas juste pour le milieu, pour l'ensemble de l'humanité. Donc à cet appel-là, beaucoup de personnes les ont rejoints, des alliés, des gens partout, de tout milieu, de toute profession. Et voilà, une soixantaine d'années plus tard, on est présent dans 35 pays à différentes actions, et notamment une sur laquelle on travaille fort et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle du croisement de savoir. Peut-être pour redire rapidement les démarches, le fonctionnement de nos engagements à TD Carmonde, c'est qu'on on est toujours d'abord dans une proximité avec les personnes qui vivent la grande pauvreté. On ne vient pas en service, on ne vient pas offrir des choses, on ne vient pas en charité, on est vraiment là on habite dans les quartiers, on vit avec les personnes et puis on essaie de réfléchir avec elles comment on met fin à la misère et encore une fois, pas seulement dans leur milieu, mais à l'ensemble de l'humanité. Beaucoup de choses sont partagées dans ces années de proximité avec les personnes, de présence, et on se rend compte qu'il y a quand même des expériences communes, des choses qui sont similaires, et dans les mêmes pays, et aussi au niveau international. Et donc, on a essayé, depuis une cinquantaine d'années maintenant, de construire des dispositifs qui permettront de donner aux personnes qui vivent cette situation-là des outils d'analyse, des outils de compréhension et de création de ce savoir collectif. Et ça, c'est les Universités populaires Carmonde. Au Québec, il y en a une depuis 10 ans. Et en faisant ce travail-là de construction de savoir collectif des personnes en situation de pauvreté, puis des personnes qui étaient des travailleurs, des intervenants qui étaient en proximité, qui venaient aussi se former dans ces universités populaires, on a cherché à se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait construire quelque chose qui pourrait servir à la modification des politiques publiques dans nos pays? Et alors là, très rapidement, on a été confronté avec d'autres types de savoirs, et tant mieux, qui étaient des savoirs académiques, avec tout un tas, ce que disait France, tout l'aspect carré, tout ce qui était des statistiques, des raisons, des effets, des éléments. Et puis un autre type de savoir qui est un savoir institutionnel lié aux pratiques des professionnels qui venaient, qui étaient intervenants sociaux, travailleurs sociaux, des enseignants, des médecins, des dentistes, tout un tas de personnes qui ont des savoirs liés à leurs pratiques. Et là, on s'est rendu compte que ces savoirs-là, parfois, ils se confrontaient. Parfois, ce n'était pas les mêmes. Parfois, on arrivait avec des aspects différents et qui n'avaient pas une possibilité tout de suite de se mettre ensemble. Et donc, il fallait réfléchir des dispositifs qui permettraient de croiser ces savoirs. C'est là qu'on arrive à notre première étape. Donc en 1996, le mouvement Atelier Carmonde en France a réfléchi ça. Quel savoir, comment on mettrait en place un croisement des savoirs, d'abord entre ces savoirs issus de l'expérience de la vie avec les plus pauvres et puis de l'analyse des personnes qui sont pauvreté dans les universités populaires, et les savoirs issus du monde de la recherche. C'était le premier programme, le programme Carmonde Université. L'objectif, c'était de se dire qu'est-ce qu'il nous faut comme savoir pour mettre fin à la misère. Ce travail-là s'est transformé 2 ans plus tard en cherchant d'aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant qu'on a ces savoirs-là qui ont été croisés entre les savoirs académiques et les savoirs liés à un savoir collectif de la misère, il manquait un troisième élément qui est celui des professionnels. C'est toutes les personnes qui ensuite vont mettre en application tous ces savoirs qui sont issus. C'est le programme Carmonde Partenaire 2000-2001. On a cherché à réfléchir non seulement avec les personnes sans pauvreté, les chercheurs et aussi les praticiens. Voilà, je vais vous présenter un peu rapidement comment ça se met en place depuis une vingtaine d'années dans le mouvement Atelier Carmonde. Donc, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux, je vous présente un petit peu tout à l'heure. Il y a 3 éléments, c'est la recherche, l'action et la formation. Et pour nous, c'est impossible de séparer ces éléments-là. On ne peut pas avoir des personnes en pauvreté qui apportent des témoignages que des chercheurs viennent collecter, les chercheurs documentent ça quelque part, et ensuite les acteurs de terrain vont, d'une façon ou d'une autre, imaginer, interpréter ce qui a été écrit et puis le mettre en application, et ça revient sur l'expérience. Et on se dit là, il y a trop de ponts, il y a trop d'éléments qui sont manquants. Et alors, comment est-ce qu'on réfléchit une démarche qui mettrait en place ces 3 éléments en même temps par les mêmes acteurs?
Donc tout le monde est co-acteur, tout le monde est co-chercheur et tout le monde est en formation les uns des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui vient partager son savoir et les autres viennent écouter. On est tous dans cette quête d'être à la fois acteur, chercheur et en formation, donc formé et formateur. Ça, c'est le format un petit peu habituel. Il y a le travail en groupe de pairs, la mise en commun, le résultat final. Et un élément fondamental qui est le nôtre, c'est celui du travail en groupe de pairs. Notamment, on se dit, on ne peut pas arriver sur des expériences individuelles et après l'autre va interpréter là-dessus. D'abord, on a besoin de travailler en groupe, de créer ce savoir qui est lié à notre rôle comme professionnel, comme chercheur et notre expérience collective comme personne en situation de pauvreté, qu'on représente un milieu. On est là comme représentant d'un milieu. Si on veut pouvoir changer des choses, il faut qu'on soit là, pas juste moi à mon titre, mais au titre de mon milieu, de mon peuple. Voilà un peu les grandes lignes, mais ça, c'est assez vrai dans beaucoup d'éléments. Des exercices fondamentaux qui sont présents dans chacun de nos démarches de croisement de savoir, c'est un premier élément qui est se rendre compte qu'il y a des représentations qui sont différentes. Par exemple, je vous donne un exemple là. Dans une coformation avec des travailleurs sociaux, de la protection de la jeunesse et des parents dont les enfants étaient placés, il y a eu cet échange sur la question de l'égalité. Alors, les travailleurs sociaux qui arrivaient dans cette coformation, qui arrivaient en disant il faut vraiment créer un rapport égalitaire entre les parents et puis l'intervenant. Et puis des parents qui disaient bah non, le parent, c'est lui le premier responsable, c'est lui qui doit être le premier à être mis de l'avant. Et donc, ce n'est pas une égalité qu'on cherche. Un partenariat, c'est de l'accompagnement, c'est ça. Mais ce n'est pas de l'égalité qu'on cherche. Voilà la représentation sur la question de l'égalité, par exemple. Un autre exercice qui vient après, c'est la confrontation de l'analyse des logiques, par exemple. C'est de se dire, je vous donne un exemple. Une travailleuse sociale qui rendait visite à un papa dont l'enfant avait été signalé, à chaque fois elle était surprise que son frigo était toujours vide. Et alors, après quelques rencontres, après en avoir parlé avec d'autres, elle ne comprenait pas sa logique interne, c'est-à-dire quand même il y a un enjeu là, il faut qu'on l'accompagne, pourtant il a l'accès à des banques alimentaires, pourtant il a ça. Et donc la logique première, c'est de dire voilà, peut-être qu'il n'est pas tout à fait disponible pour son enfant, c'est peut-être pas sa priorité, peut-être qu'il n'y pense pas, peut-être que ça, c'est pas un élément fondamental. Et donc, il faut le former sur faire des budgets, des choses comme ça. Et puis, quand même, il y a eu un moment où elle a osé poser la question au père. Et le père lui a répondu, en fait, je vous explique pourquoi est-ce que mon frigo est vide. Parce que moi j'ai grandi dans la misère. Et je veux pas que mon enfant s'habitue au surplus parce que la vie, ça peut être fait de moments, en effet, où on est avec le frigo vide. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic. Et donc ça, cette travailleuse l'a partagé à sa communauté, l'a partagé plus largement. Et puis c'est revenu dans beaucoup de nos rencontres. Donc voilà, l'analyse des logiques qui n'est pas la même et qu'il faut confondre. Et puis ça se termine par différentes possibilités, notamment ce qu'on aime beaucoup faire, c'est le théâtre forum, parce que là, chacun est un jeu et en même temps peut se mettre à la place, il y a un travail d'empathie qui est là. On s'est mis en pratique. Quelques exemples de cette application, donc, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est pas un modèle rigoureux avec une étape à la fois qui suit, c'est vraiment, on le réfléchit en fonction des besoins de la communauté et on l'adapte à chaque milieu. Mais quelques exemples de ces principes fondamentaux qu'on a appliqués. Donc là, il y en a une qu'on a terminée il y a 2 semaines. Le service de la ville de Montréal est en train de planifier le plan d'urbanisme de Montréal 2022-2025. Et puis ils se sont rendus compte que dans leur consultation, il n'y avait pas personne en situation de pauvreté. Il n'y avait pas leur parole, il n'y avait pas leur savoir et il n'y avait même pas juste leur présence. Et alors, ils sont venus nous voir en se posant cette question. Quand même, c'est surprenant qu'ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Puis nous, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et est-ce que vous, à Télégram, vous pouvez nous dire ce qu'ils veulent? Donc, nous, on ne peut pas se placer comme ça. Par contre, on va proposer de faire un atelier de croisement de savoir avec 6 personnes en situation de pauvreté d'ATD Carmonde et puis des acteurs de la mobilité, de l'urbanisme privé, public et puis la ville de Montréal. Et pour réfléchir à ces questions-là ensemble, à votre avis, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes en situation de pauvreté ne sont pas dans vos systèmes de consultation? Et donc, ça a mené un atelier à une superbe rencontre, des résultats et puis des petites pistes d'amélioration.
Plus largement, au niveau de la formation, on a ce qui s'appelle les co-formations. Donc là, par exemple, je vous présente celle d'une co-formation avec une formation continue avec des travailleurs sociaux et de la protection de la jeunesse, mais on l'a travaillé aussi avec des hygiénistes dentaires, avec des personnes de la santé. France a participé à ça, j'en parlerai un petit peu après. Et l'idée, c'est de se mettre en co-formation. C'est comment est-ce qu'on imagine ensemble, soit en formation initiale ou formation continue, comment est-ce qu'on imagine ensemble des pratiques qui permettraient de mieux collaborer, mieux être en partenariat avec des personnes qui sont pauvres. Et puis après, plus dans l'aspect recherche, donc ça c'est une recherche internationale qui était menée pendant 3 ans par Atelier Monde, la Banque mondiale et l'Université d'Oxford, pour réfléchir, tiens, à part les 2 $ par jour, à part le manque alimentaire et puis le manque de sécurité, quelles sont les dimensions qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas forcément quantifiées dans ces questions de grande pauvreté. Donc, il y a eu une recherche avec 6 pays, 3 pays du Nord, 3 pays du Sud, où on a croisé les savoirs de professionnels, de travailleurs, d'intervenants, de chercheurs et de personnes en pauvreté de chaque pays, pour réfléchir ensemble, tiens, c'est quoi les autres dimensions qui ne sont pas présentes dans nos dispositifs de l'UNESCO, de l'UNICEF, nos grandes interventions des ONG. Et on est arrivé avec une douzaine d'autres dimensions qui n'étaient pas nommées et qui n'étaient pas quantifiées. Voilà. Au niveau des résultats et des impacts, parce que je vous ai présenté des exemples, mais par exemple, juste cette recherche-là, elle a amené un institut de statistique, l'INSEE en France, à rajouter dans son recensement, je ne sais plus, tous les 5 ans, tous les 4 ans, un élément qualitatif sur la mesure de la maltraitance institutionnelle notamment, qui n'était pas présent, qui n'était pas dans une case. Ils ont essayé de réfléchir comment est-ce qu'on inclut cet élément-là, qui n'est pas quantifié, qui n'est pas même qualifié. Donc ça modifie ces éléments-là. Au niveau des politiques, on est présent dans un siège à l'ONU sur les questions d'extrême pauvreté. Donc il y a toutes les politiques internationales sur lesquelles on essaie d'apporter un plaidoyer. Et des recherches comme ça les apportent. Au niveau des professionnels, des participants, des personnes qui participent dans ces recherches-là, dans ces croisements, ces ateliers-là, il y a un aspect de formation qui après ils peuvent rapporter dans leur milieu, que ce soit les professionnels qui viennent, plutôt qui apportent ces connaissances, essayent de modifier localement et au niveau national les pratiques qui sont mises en place. Et pareil pour les personnes sans côté qui apportent ce savoir-là croisé dans leur milieu. Et puis au niveau de la recherche, parce qu'on est quand même entouré de chercheurs ici, il y a quand même cet élément-là qu'on apporte, c'est un dispositif méthodologique qui est un petit peu modifié, qui ne sera pas celui d'une collecte limitée, puis d'une analyse limitée. Là, on cherche à tous être co-analystes, co-collecteurs et puis coproducteurs des savoirs. Ça va, France? Ça va? Non, très bien. Je suis en accord. Merci. C'est bien, je ne dis pas trop de bêtises, ça me rassure, tu me rassures. Alors peut-être, là, je vous présentais Atelier Monde au niveau international. Donc, au Québec, par exemple, il y a eu 2 recherches éco-formation, une avec des professionnels de santé, donc Equisanté, en lien avec le CREMIS, auquel France a participé comme co-chercheur. Avec des dentistes, on a travaillé notamment avec le groupe de recherche de formation et de la pauvreté, sur la pauvreté au Québec, donc qui est rattaché au Front commun des personnes du Québec. En cours, je vous ai présenté là, le travail qu'on faisait sur des ateliers de croisement de savoir avec le service de la ville de Montréal sur la planification urbaine. Et puis on commence là avec le conseil sur le système alimentaire montréalais qui regroupe les différentes banques alimentaires, jardins collectifs, cuisine collective de Montréal. Pareil, comment est-ce qu'on fait pour que la parole, mais aussi la pensée, puis l'intelligence des personnes de côté soient présentes dans la planification de ce système-là. Et puis à venir, et puis je termine, j'espère pas trop dépasser. Donc là, on est en train de mettre en place un pôle de formation au niveau du Québec et international à cette démarche-là du croisement de savoir. À la rentrée en septembre, on va commencer une co-formation avec des intervenants travailleurs sociaux en protection de la jeunesse. On a notamment participé depuis 2 ans à la commission Laurent et c'est un élément fondamental qui revient sur la formation initiale continue des travailleurs pour mieux s'approprier, mieux comprendre ce qui se passe dans ces milieux de grande pauvreté. Et puis avec la CRIS, parce que c'était l'invitation aussi d'aujourd'hui, c'est de réfléchir comment est-ce que on peut créer des liens, on peut créer des
Bon, voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai mis quelques liens, mais il y a aussi un livre, le livre sur le croisement de savoir et des pratiques qui existent. Merci beaucoup pour ces belles présentations. J'ai été vraiment touché par de très beaux témoignages de France. J'ai l'impression que tout a déjà été dit. Je dois avouer que quand la professeure Sarah Torres m'a invité de participer à ce webinaire, je ne savais pas ce que ça voulait dire, l'expression croisement des savoirs. Mais maintenant, je me rends compte que c'est une approche que nous essayons de mettre en pratique depuis longtemps. Je pense que les présentations que nous venons d'écouter soulignent l'importance de comment les connaissances gagnent à être co-construites avec celles et ceux qui vivent l'exclusion sociale et en situation de pauvreté, et nous offre non seulement des pistes de réflexion intéressantes et essentielles, mais aussi des pistes d'action. Ce que j'ai retenu des présentations brièvement, c'est qu'il faut penser, décider et agir ensemble, être à l'écoute des personnes en situation de pauvreté, pratiquer le partage du pouvoir, puisque dans notre société, les personnes en situation de pauvreté sont systématiquement exclues du pouvoir à tous les niveaux. On a soulevé le rôle que la recherche-action peut jouer, l'importance d'une présence solidaire et militante, comment on peut créer un rapport de force qui permette aux personnes en situation de pauvreté de vivre dans la dignité. Ce que j'aimerais faire dans les minutes qui suivent, c'est surtout vous partager quelques activités d'apprentissage expérientiel, de recherche et de lutte entreprise à l'école de travail social de l'Université de Saint-Boniface, ou bien l'USB tout court, qui s'inspire justement de cette approche du croisement des savoirs. J'ai conçu des projets pédagogiques qui sont intégrés aux cours que j'offre sur les politiques sociales, par exemple, qui demandent aux étudiants de faire semblant qu'ils sont prestataires d'aide sociale. Cette activité s'est inspirée d'une étude que nous avons réalisée avec les usagers de la cafétéria communautaire Multicaf à Montréal, quand j'y travaillais comme organisateur communautaire. Dans cet organisme, la majorité des membres du conseil d'administration devaient être des usagers des services de l'organisme. Cette étude, qui s'appelait « La fin du loyer », démontrait les choix impossibles des personnes assistées sociales, soit payer le loyer ou l'épicerie. L'organisme ne suivait pas un modèle caritatif, ne se limitait pas à combattre l'insécurité alimentaire, mais impliquait les usagers dans des luttes pour les droits sociaux. Et cette étude s'inscrivait dans la lutte pour la création de logements sociaux. Donc, dans le cadre de ce travail pédagogique, les étudiants doivent chercher un logement, faire un budget et répondre à toute une série de questions. Ils doivent contacter des propriétaires et s'identifier comme prestataires d'aide sociale. Et cet exercice leur ouvre les yeux. Pour la grande majorité des étudiants, pour la première fois, ils vont vivre l'exclusion sociale et la stigmatisation. J'invite aussi des prestataires d'aide sociale et un militant qui défend les droits des personnes assistées sociales de venir parler aux étudiants. Aussi, cette année, les étudiants en travail social ont organisé une campagne de levée de fonds pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance qui restaient dans des campements sauvages. Ils ont fait des rencontres virtuelles avec des personnes en situation d'itinérance dans le cadre d'un projet de recherche et ont fait un travail de sensibilisation à propos de la crise du logement qui sévit à Winnipeg et partout au pays. Aussi, en contexte minoritaire linguistique au Manitoba, il est très important de développer les capacités langagières dès la jeune enfance. Cependant, notre université est la seule institution publique postsecondaire au Manitoba n'ayant pas un service de garde. À partir d'une discussion avec des étudiants en travail social, ils ont initié une lutte afin de revendiquer la mise sur pied d'un tel centre. Et ils ont mené une campagne pendant 3 ans et demi en allant chercher des appuis au sein de la francophonie manitobaine. Ce travail a porté fruit car le centre d'apprentissage et de services de garde de 80 places ouvrira ses portes dans quelques mois.
On a aussi repris une idée lancée par les étudiants en travail social. On a réalisé un projet de recherche-action intergénérationnelle qui réunissait des enfants d'une garderie et des aînés d'un centre de soins de longue durée francophone. On vient de publier un rapport, je mettrai ça dans le chat là, tantôt, qui s'appelle « Les petits et les grands amis, faciliter des échanges et développer des attitudes favorables entre les générations en milieu minoritaire », qui démontre que ce genre de programme peut combattre l'isolement social chez les aînés en contexte minoritaire et les préjugés agistes chez les jeunes enfants. Une autre initiative des étudiants en travail social a surgi des expériences de nos stagiaires qui interviennent auprès d'une population autochtone très importante et d'une discussion dans un cours à propos des appels à l'action en matière d'éducation de la commission Vérité et Réconciliation, où nous avons discuté de l'opposition farouche de notre administration universitaire à reconnaître sa complicité dans le génocide culturel des pensionnats autochtones et à poser des gestes envers la réconciliation et la décolonisation. Les étudiants en travail social, pilotés par des étudiants métis, des étudiants autochtones en travail social, ont organisé un référendum étudiant où l'on a voté à 72% pour exiger qu'il y ait un cours obligatoire sur les perspectives autochtones. Malheureusement, notre administration refuse d'être à l'écoute des étudiants. Donc, dans ma brève présentation, j'espère avoir fait le pont avec cette base commune qui est de croiser les savoirs et les expériences dans l'optique de former des travailleuses sociales, des travailleurs sociaux, des citoyennes et des citoyens qui vont contribuer au changement individuel, social et politique. Il est tout à fait urgent de faire ce travail, puisque pour citer Héron, le genre de pratique de travail social que produisent les forces du néolibéralisme n'exige pas un travailleur qui exerce un jugement professionnel fondé sur une analyse et une réflexion critique. Ils n'en veulent même pas. Ils veulent encore moins d'une travailleuse sociale ou d'un travailleur social engagé vers la justice sociale. Merci beaucoup.